14h30, retour de l'actualité sur BFM TV dans Non-Stop à la une aujourd'hui. Irresponsable, c'est ainsi que le ministre de l'économie a qualifié les maires qui ont pris des arrêtés permettant l'ouverture des commerces non essentiels. Et ce malgré le reconfinement en vigueur depuis vendredi. Invité de BFM Politique, Bruno Le Maire rassure. En revanche, il est urgent de rétablir l'équité entre petits commerçants et grandes surfaces. Un confinement qui forcément fait peser des doutes sur les fêtes de fin d'année. Commentaire du ministre de la Santé dans les colonnes du JDD ce matin. Ce ne sera pas un Noël normal que nous vivrons. Sur BFM TV, Bruno Le Maire tente de rassurer et affirme que tout est fait pour que les préparatifs soient réalisables dans les meilleures conditions. Sécurité renforcée en ce week-end de la Toussaint et au-delà. Ce dimanche, les lieux de culte catholiques sont particulièrement surveillés. Dès lundi, les écoles seront également sous haute protection. 14 000 policiers et militaires sont désormais mobilisables en France suite au passage au niveau maximal du plan Vigipirate après les récents attentats terroristes. Une nouvelle disparition qui inquiète dans le Val-de-Marne. Une ado de 14 ans a disparu mardi de son domicile. La police a lancé un appel à témoins. Ses parents doutent d'une fugue. Ses affaires étaient restées à la maison. Jour 3 du reconfinement et la grogne des petits commerçants français qui ne faiblit pas. Ils attendent des réponses de l'exécutif sur ce qu'ils jugent être une inégalité de traitement entre les petits magasins non essentiels et contraints de fermer et les grandes surfaces. De l'autre côté, invité de BFM Politique ce midi, le ministre de l'économie leur a apporté un début de réponse côté grandes surfaces. Nous voulons que les jauges soient respectées dans les grandes surfaces. On a vu trop d'images hier de grandes surfaces dans lesquelles les gens se pressaient. C'est pas bon pour la circulation du virus et c'est totalement injuste pour les petits commerçants. Ils voient ces images, ils disent « moi je peux accueillir personne chez moi alors qu'il y a des règles de sécurité sanitaire » et puis on se presse dans la grande surface du coin. C'est pas acceptable. Les jauges doivent être respectées, elles doivent être contrôlées, il doit y avoir du comptage à l'entrée des grandes surfaces et nous verrons s'il est nécessaire de durcir encore les jauges. Elisabeth Nommé du service politique de BFM TV est avec nous. Elisa, clairement, je ne suis pas sûr que les petits commerçants s'attendaient à voir Bruno Le Maire s'exprimer ainsi. Non, mais en tout cas, il essaye de faire passer, Bruno Le Maire, le message qu'il a compris la colère des petits commerçants. Il en donne pour preuve les mesures d'accompagnement, de soutien et les réunions de concertation qui ont encore lieu cet après-midi. De nouveau, il y a des réunions à Matignon sous la direction du Premier ministre pour tenter de trouver la meilleure solution, ou en tout cas la moins pire pour accompagner ces petits commerçants. Des mesures et des décisions ont déjà été prises pourtant depuis le début de ce reconfinement. Oui, il y a la fermeture des rayons culture dans les grandes surfaces, le click and collect qui est favorisé, le soutien financier pour les commerces tenus de fermer. Ça, ce sont les mesures déjà prises, mais d'autres arbitrages pourraient être rendus, comme par exemple Bruno Le Maire l'a dit, la fermeture des rayons de produits qui ne sont pas de première nécessité. Un sacré casse-tête pour le gouvernement, car il va falloir décider ce qui est ou n'est pas de première nécessité. Jean Castex est attendu aux 20h de TF1 ce soir. Il devrait rendre compte de ses décisions. Il y a quand même une mission du gouvernement, c'est tenter de calmer cette grogne des petits commerçants. Oui, car au-delà de ces points assez techniques, finalement, le gouvernement s'est très vite saisi de ce sujet, de cette grogne, de cette colère, pour une raison assez simple. La gestion de la crise sanitaire est pesante, elle est chronophage même. S'ajoute à cela le contexte sanitaire, les actes terroristes qui occupent fortement l'exécutif, qui veut donc à tout prix d'éviter d'ouvrir un front de contestation sociale. La colère des commerçants, des artisans, elle est relayée par leurs organisations professionnelles, mais elle est aussi relayée par des responsables politiques. On a vu des maires prendre des arrêtés justement pour permettre l'ouverture de ces petits commerces, ou d'autres élus écrire au gouvernement pour demander un allègement des restrictions. Ça donne une caisse de résonance finalement assez forte à cette grogne. Selon un sondage de notre institut Elab, 7 Français sur 10 sont favorables à ce reconfinement. C'est un chiffre confortable mais qui a bien baissé depuis mars. Et malgré les mesures de soutien, d'accompagnement, les milliards mis sur la table par le gouvernement, le contexte est explosif. Il faut donc calmer cette colère et éviter qu'elle ne se transforme en un sentiment d'injustice, là aussi très explosif. Toute ressemblance avec un contexte qu'on a déjà connu, celui des Gilets jaunes, n'est pas totalement fortuite. Merci beaucoup Elisa. Jean-Eudes Duménil, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur BFM TV. Vous êtes secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Vous représentez donc notamment ces petits commerçants dont la grogne est très audible depuis plusieurs jours maintenant. Quand on entend Bruno Le Maire ainsi dire qu'il est urgent de rétablir l'équité entre les petits commerces et les grandes surfaces, tout en réaffirmant la priorité de ralentir le virus, quelle est votre réaction ? Écoutez, d'abord, la priorité de ralentir le virus, oui, c'est une évidence et personne ne la conteste. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'injustice économique et puis c'est la mise en danger de mort, tout simplement, des commerces. Quand vous êtes un commerçant, par exemple, à grande
grande surface d'à côté avoir la possibilité de vendre des fleurs alors que vous-même on vous l'interdit, c'est absolument incompréhensible. Surtout quand ça fait des mois que vous faites des efforts pour respecter les protocoles sanitaires. Le ministre, justement, a annoncé que les rayons de certaines grandes surfaces qui vendaient certains articles non essentiels allaient être fermés. Est-ce que ça répond à ces inquiétudes, notamment ? Écoutez, ça peut répondre... Effectivement, ça peut être une forme de réponse. Mais l'objectif numéro 1, c'est pas de faire fermer les autres. C'est tout simplement d'avoir la possibilité d'ouvrir, de travailler et de gagner sa vie. C'est ça. Jean-Eudes Duménil, votre réseau n'est pas extraordinaire, si je peux me permettre. On va vous retrouver dans un instant parce qu'on aimerait vous faire commenter notamment l'avis du conseil scientifique qui a été consulté par le gouvernement avant cette décision de reconfiner. En attendant, on va peut-être voir cette réaction de Olivier Véran ce matin dans les colonnes du journal du dimanche pour parler de Noël, parce qu'effectivement la question se pose. On a du mal à imaginer que ce confinement ne durera que 4 semaines. Va-t-on tirer l'isolement des Français jusqu'à Noël ? En tout cas, les fêtes de fin d'année ne seront pas normales en 2020. C'est ce qu'annonce le ministre de la Santé, qui tente tout de même de rassurer. Tout est fait pour que on puisse faire ses courses à temps, se préparer dans la joie, que les familles puissent se retrouver. En revanche, niette pour les fêtes de fin d'année et les fêtes de la Saint-Sylvestre pour se retrouver et faire la fête. Effectivement, ça va être très compliqué, selon, encore une fois, le ministre de la Santé. Des perspectives bien sombres pour la fin d'année, mais d'ores et déjà un contexte assez compliqué pour les commerçants, on l'a entendu, pour les clients également peut-être, qui veulent se rendre dans les magasins pour préparer ces fêtes de fin d'année. 3e jour de reconfinement. Est-ce qu'on respecte bien à Paris notamment les restrictions de mouvement ? Valentin Demey, vous êtes dans une zone très commerciale de Paris, près de Montparnasse. Certains grands magasins y sont d'ailleurs ouverts. Est-ce que tout d'abord il y a du monde ? Eh bien, comme vous pouvez le voir sur ces images d'Élodie Jeanvrin, il y a très peu de monde à Paris dans les rues actuellement. C'est très très calme. On a pu voir quelques joggers qui sont venus faire leur jogging. On a vu également des familles qui se baladaient avec leurs enfants. Et puis il y a quelques Parisiens et Parisiennes qui sortent de chez eux pour faire des courses dans les grandes surfaces. Ils viennent acheter des produits alimentaires. C'est autorisé par le gouvernement. Mais dans l'enseigne qui est derrière moi, il y a également beaucoup de rayons considérés comme non essentiels qui sont ouverts. On peut y acheter par exemple de la décoration, mais également des vêtements ou encore du maquillage. Seule exception, le rayon librairie est lui fermé. Comment, Valentin, les clients réagissent-ils à la fermeture éventuelle de certains rayons non essentiels de leur grande surface favorite ? Eh bien, les clients que nous avons pu rencontrer nous ont fait part de leur étonnement. Un étonnement qui était parfois positif puisqu'ils ne pensaient pas pouvoir acheter des vêtements aussi facilement dans les grandes surfaces. Et puis, il y en a quand même un certain nombre d'entre eux qui étaient quand même un peu embêtés vis-à-vis des petits commerçants qui ont, eux, dû fermer leurs portes car ils sont considérés comme non essentiels. D'ailleurs, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a rappelé ce midi que dans les grandes surfaces, tous les rayons considérés comme non essentiels doivent fermer. Merci beaucoup Valentin. On va retrouver Jean-Eudes Duménil qui a retrouvé son réseau Internet. Nous sommes par FaceTime. Vous connaissez ces conditions liées à la crise du Covid. Pas de plateau. Mais par contre, nous sommes avec vous toujours en direct, Monsieur Duménil. Nous avons eu accès à l'avis du conseil scientifique, consulté évidemment par le gouvernement avant de prendre la décision de ce confinement souple. Et cet avis laisse entendre que, puisqu'il est souple, c'est ce qui pourrait sauver l'économie. Un confinement plus dur aurait des conséquences catastrophiques. Donc c'est compliqué, vous le savez très bien, de prendre des décisions contre l'économie. Il n'empêche que c'est mieux que rien. Bien sûr que c'est compliqué. Et effectivement, les conditions du confinement permettent de continuer davantage l'activité économique, ce qui est une excellente chose. Nous, simplement, ce qu'on souhaite en ce qui concerne le commerce de proximité, c'est qu'on tienne des circonstances locales, c'est-à-dire qu'on permette aux commerçants de travailler lorsque la situation sanitaire locale le permet. Et donc, on peut très bien donner cette faculté au préfet, par exemple, c'est ce qu'a proposé le Sénat, de réouvrir localement les commerces de proximité. Alors, par ailleurs, l'exécutif rappelle à maintes reprises qu'il est là aussi pour vous aider, qu'il apporte des aides. Plusieurs d'entre elles ont été allouées. Est-ce que c'est insuffisant pour vous pour faire face à ce deuxième confinement ?
Non, c'est effectivement, ces aides sont les bienvenues, évidemment, mais quand vous êtes commerçant, qu'on vous empêche purement et simplement de travailler, il faut qu'on couvre l'ensemble de votre chiffre d'affaires. Sinon, vous êtes vous-même en très grande difficulté, surtout que je vous rappelle qu'on est dans un deuxième confinement et donc les entreprises sont beaucoup plus fragiles qu'elles ne l'étaient au début du premier confinement. Et notre objectif, je le répète, ça n'est pas d'empêcher certains de travailler. Autrement dit, c'est pas simplement de dire les grandes surfaces ne doivent plus vendre de produits non essentiels. C'est que tout le monde puisse travailler, y compris le commerce de proximité, en respectant des conditions sanitaires. Et s'il faut renforcer les protocoles sanitaires, on y est prêt. Mais la situation telle qu'elle est aujourd'hui, elle est incompréhensible au plan sanitaire et profondément injuste économiquement. Et ça, c'est pas supportable quand vous avez des gens qui mettent leur vie dans la balance, leur vie économique. Et je vous rappelle que quand un commerçant dépose le bilan, il n'a pas de chômage. Donc rendez-vous compte de la situation dans laquelle sont les commerçants aujourd'hui. Il faut à tout prix que le gouvernement les entende et qu'on permette la réouverture de ces commerces. Et nous, à la CPME, on se battra, j'emploie le terme, on se battra pour que demain, on puisse continuer à travailler dans les commerces de proximité. Dans l'opposition, petite réaction très rapidement, on parle de potentielle jacquerie des petits commerçants en France. Vous le craignez aussi ? Oui, on le craint parce qu'on entend la colère de nos adhérents aujourd'hui. C'est une amertume teintée de colère. Et quand vous avez des gens qui n'ont plus grand-chose à perdre, il faut très rapidement leur apporter des réponses. On est dans cette situation aujourd'hui. On peut encore s'en sortir. Évidemment, on n'appelle pas à la jacquerie dont vous parliez tout à l'heure. Il faut trouver des solutions, mais c'est maintenant qu'on doit trouver des solutions avant qu'il soit trop tard. Et quand on entend les maires, par exemple, qui prennent des arrêtés dans leur commune, je comprends bien quand le gouvernement critique les positions de ces maires, mais ça n'est pas notre cas. Nous, on considère aujourd'hui que les maires sont plus proches de leur tissu économique, qu'ils entendent les cris de détresse des petits commerçants. Peut-être que leur réponse n'est pas la bonne, mais au moins ils font quelque chose. Donc il faut à tout prix maintenant que le gouvernement revienne sur sa décision. Votre message est passé. Merci Jean Duménil. Je le rappelle, vous êtes secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Le reconfinement qui fait jaser alors que la situation sanitaire, elle, est bien réelle et continue d'être critique. Illustration avec ces derniers chiffres de Santé publique France. Plus de 35 000 nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures. Plus de 3 000 personnes en réanimation, dont 339 admissions en 24 heures. Les taux de positivité qui continuent de grimper. Plus de 20% désormais de ces tests sont positifs et au total ce sont quasiment 36 788, ce sont 36 788 décès qui ont été enregistrés dans les hôpitaux et les EHPAD de France depuis le début de l'épidémie. Docteur Jean-François Corti, bonjour. Merci d'être avec nous en plateau. Médecin généraliste, ancien directeur des opérations internationales de Médecins du Monde et auteur également de Professions solidaires, chronique de l'accueil aux éditions Les Escales Steinkiss. Ces données que l'on vient de voir du Covid jour après jour qui continuent d'être alarmantes, elles ne sont pas de nature, on continue de l'entendre, à convaincre les commerçants. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Je pense qu'ils sont dans une situation difficile parce que, comme l'expliquait l'intervenant précédent, c'est une question de vie ou de mort économique et donc à un moment donné les gens n'ont plus le choix et sont vraiment en tension. Et on voit bien que lorsqu'un système de santé est fragilisé, c'est tout un pan de la société autre que la santé qui en souffre aussi. Donc la difficulté, c'est de savoir où placer le curseur. La difficulté, c'est de savoir où placer le curseur. On est quand même dans un contexte où l'enjeu est majeur parce que c'est une grande partie de la métropole qui est sous le coup d'incidence explosive de l'épidémie. Il n'y a pas que quelques régions comme en février-mars du début de l'année et donc une inquiétude à faire en sorte que l'on puisse avoir encore des départements, des régions où le virus soit très bien contrôlé au cas où il y ait nécessité de faire des transferts, notamment de patients de régions où les hôpitaux seraient saturés vers des régions où les hôpitaux le seraient moins, sachant que des transferts ont déjà démarré. On a des incidences explosives, vous avez rappelé ces chiffres, avec toujours des mortalités importantes en hôpital, mais aussi en EHPAD. C'est près d'un tiers des mortalités qui se font en EHPAD, avec les mêmes profils de patients qui meurent, les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités, les personnes aussi en situation de précarité. Donc voilà, on est dans une situation difficile, et ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'on est dans un confinement relatif. On n'est pas dans un confinement strict. Et ça, vous l'avez rappelé, ça veut dire des délais plus importants pour une évolution à la baisse ou en plateau de l'épidémie. Justement, d'après l'Institut Pasteur, le pic de cette épidémie, de cette deuxième vague,
serait atteint dans 15 jours, à la mi-novembre. Et dans le même temps, le conseil scientifique qui a rendu son avis avant que le gouvernement prenne sa décision de reconfiner, estime que ce reconfinement plus soft, les résultats seront moindres et que l'on peut avoir plusieurs vagues successives. Donc non pas 2, mais 3, voire 4, voire 5. Et qu'on devrait reconfiner jusqu'à la fin du mois de décembre. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, d'abord, d'un point de vue général, même les plus grands spécialistes ne peuvent pas se projeter de manière certaine sur plusieurs mois. En revanche, avec les modélisations qu'on a, et en fonction de l'incidence de l'épidémie, des cas, de la mortalité sur un virus que l'on connaît un peu mieux, on peut se dire effectivement, au regard de l'impact qu'a eu le premier confinement au bout de 3 à 4 semaines, on a vu les chiffres commencer à s'inverser, aujourd'hui, avec les mesures qui sont proposées, ce sont des délais qui seront plus importants. Et donc, évidemment, on peut tout à fait comprendre aujourd'hui que on puisse se projeter plutôt sur 2 mois, voire plus, pour arriver à casser cette dynamique de l'épidémie et de ces incidences qui sont explosives. Parce que je le rappelle, aujourd'hui, on a fait le pari, et pourquoi pas, de faire en sorte que les enfants retournent à l'école, que certains pans d'activité professionnelle puissent continuer à exercer, notamment les services publics et autres. Et dans ces conditions, le confinement est relatif, les interactions sociales, physiques vont continuer à être importantes, et donc le virus va continuer à circuler. Ce que l'on peut imaginer, c'est que comme on découvre au fur et à mesure les caractéristiques de ce virus, de l'épidémie aussi, il va y avoir un pilotage à vue. Et donc on peut très bien imaginer que dans les jours qui viennent ou semaines qui viennent, eh bien les gouvernements proposent par exemple de fermer les lycées, ou de les réouvrir, bref, de diminuer ou d'augmenter tous les espaces où les interactions physiques sont importantes et où le virus peut se démultiplier. Voilà, donc on n'est jamais certain, et probablement que des évolutions vont se faire dans les semaines qui viennent. Merci Dr Corti, vous restez avec nous en plateau. L'exécutif effectivement ne s'interdit pas à ces modifications. Tous les 14 jours, le scénario est revu. En tout cas, vous l'avez abordé. C'est bientôt la rentrée, c'est demain, fin des vacances de Toussaint, avec cette rentrée scolaire qui elle aussi sera particulière sur le plan sanitaire mais aussi sécuritaire, 2 semaines après l'assassinat d'un professeur de collège. Jean Castex d'ailleurs et Jean-Michel Blanquer se rendront demain dans l'établissement de Conflans-Sainte-Honorine pour échanger avec les équipes pédagogiques. Quant aux élèves, eux, ils n'y feront pas leur rentrée avant mardi, après une minute de silence, mais dans tous les établissements de France, il faudra aussi appliquer des mesures anti-Covid plus strictes, notamment le port du masque dès 6 ans, un protocole dont la mise en application inquiète certaines associations de parents d'élèves. Écoutez. Les parents ont tout à fait conscience que les protocoles ne sont pas appliqués à 100%, ne peuvent pas être appliqués à 100% dans les établissements. C'est là toute la difficulté contre laquelle nous avons à lutter. Et concernant les masques, on est très inquiets sur le port du masque parce qu'on sait que nos enfants et nos ados peuvent garder le même dans la poche jusqu'à 15 jours. Donc on s'interroge sur la nature réellement de l'efficacité de ce geste barrière dans ces conditions-là. Il faudrait qu'il y ait un changement à l'entrée des classes à la première heure de cours tous les matins. Contexte de forte tension, vous le savez, question sécurité en France. Le ministère des Armées et celui de l'Intérieur renforcent donc l'opération Sentinelle et même les renforts sur l'ensemble du territoire. En tout, 14 000 hommes et femmes sont en train d'être mobilisés sur le terrain, notamment pour renforcer la sécurité autour des lieux de culte et notamment les églises en priorité. Et pour Gérald Darmanin, en visite justement dans une église de Tourcoing ce matin, il n'y a pas de risque zéro, mais une mobilisation de l'État est évidemment indispensable, doit être à la hauteur de l'enjeu. Écoutez-le. L'État a donné des consignes extrêmement fortes à l'ensemble des forces de sécurité pour surveiller, pour protéger les lieux les plus importants, les hôpitaux, les lieux de culte, les écoles, notamment en cette rentrée scolaire de lundi. Nous sommes en guerre contre le terrorisme. Ce terrorisme peut toujours frapper. Il n'y a pas de risque zéro, mais l'État fait le maximum pour protéger les Français. Dans l'actualité également, près de Lyon, à Dessines, les tensions sont toujours très vives entre les communautés arméniennes et turques depuis le conflit au Haut-Karabakh. Ce matin, des insultes ont été notamment taguées sur le mémorial du génocide arménien, sur la maison de la culture arménienne. L'une des inscriptions mentionne l'Ougri, un groupe d'ultranationalistes turcs, ainsi que RTE, référence aux initiales du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui soutient fermement, on le sait, le groupe l'Ougri. Oui, on se rappelle que le 28 octobre dernier, une manifestation pro-Arménie a été attaquée par des membres de la communauté turque dans la matinée. Le soir même, 250 partisans turcs défilaient à Dessines en menaçant ouvertement les Arméniens. On écoute le maire de cette commune qui appelle au calme, évidemment.
Messine, c'est une mosaïque et jusqu'à présent, nous avons tous vécu en parfaite et en bonne intelligence dans cette commune. Ces derniers temps, nous sommes victimes de provocations de groupes ultranationalistes, extrémistes. C'est quoi ces provocations ? On peut pas les tolérer. Et puis profaner un mémorial en ce week-end de la Toussaint, un respect pour tous ces morts. On ne fait pas ça. Et puis cette disparition jugée inquiétante par la police, une jeune fille de 14 ans a disparu de son domicile du Val-de-Marne. La préfecture de police lance d'ailleurs un appel à témoins. Cette jeune fille mesure 1m73, vous voyez sa description. Si vous avez des informations, contactez le 01 48 90 15 15, c'est le numéro du commissariat de Choisy-le-Roi. Aucune piste n'est pour l'instant exclue par les enquêteurs, une fugue ou un enlèvement. En tout cas, les parents de la jeune fille s'inquiètent de la présence de toutes les chaussures et manteaux de l'adolescente dans leur domicile. Écoutez-les. En fait, moi, je suis sortie de la maison, il était 12h35 pour déjeuner. Donc, je lui ai dit, bon, Fariel, t'oublies pas de faire tes exercices. Donc, voilà. Et donc, après, je suis partie déjeuner. Je lui ai dit, je vais pas trop tarder. À 17h, j'ai commencé à lui téléphoner sur le fixe. Et donc, en fait, elle ne répondait pas. Et quand je suis rentrée au domicile, elle n'était plus là. Donc, mon premier réflexe, ça a été d'aller voir dans le centre culturel au niveau de la bibliothèque parce qu'elle a tendance à y aller. Elle n'y était pas. Et ensuite, voilà, j'ai commencé à chercher un peu. Je me suis inquiétée très rapidement parce que c'est pas du tout dans ses habitudes. Fariel, c'est une jeune fille qui a des habitudes stables, qui est régulière. C'est pas quelqu'un d'imprévisible. C'est-à-dire que le matin, elle se lève, elle va au collège, elle rentre déjeuner. Des fois, elle va avec ses copines. Voilà, vraiment, il y a une relation de confiance qui est instaurée. On est très, très, très inquiet pour notre fille. Voilà, Fariel, c'est une fille gentille. Elle est sage, elle est pleine de vie. Donc voilà, c'est un cauchemar, c'est un vrai cauchemar. La suite de l'information après la météo. Depuis le temps